direct, je cours vers Caleb. Je retourne son corps et je veux voir si c'est son visage. Toujours. Maintenant qu'il est mort. Tu vois en fait, comme pour les autres, en fait, vous le voyez tous, ce corps fondre et puis partir en poussière. Comme s'il était mort déjà depuis trop longtemps. Comme si le temps avait repris ses droits, avait refait son œuvre. Exactement. Après avoir soigné mes camarades, je vais me diriger vers le masque. Qui est là. Voilà, je le prends. Et je le brise en morceaux. Alors tu n'arrives pas à le briser. Je le pose au sol et j'envoie un monstre coup de ceste dedans. Ça ne lui fait rien du tout. Je le plonge dans la piscine. Au moment où tu fais ça, tu vois le masque partir dans l'eau. Et les lumières qui sont dessus vraiment jaillir du bassin. Et vous entourez tous d'un halo d'eau. Et à partir de là, vous semblez de nouveau perdre connaissance et partir. Partir de nouveau dans ces cieux célestes. Vous êtes comme aspiré de nouveau. Et comme je le disais, donc vous envolez. Et vous repassez de nouveau à travers ces étoiles. Mais cette fois-ci, il n'y a aucune sensation de malaise. Vous vous sentez comme apaisé. Et vous redescendez d'un coup. La sensation de voyage passé, vous vous retrouvez au-dessus d'un lac noir gigantesque, volant et planant au-dessus de l'eau qui défile à une vitesse ahurissante. Vous passez par-dessus de nombreux navires de guerre et bateaux en feu, ou étant en train de sombrer, et vous reconnaissez facilement l'emblème de l'ordre d'Émeraude sur la moitié d'entre eux. Les autres bateaux ont leur voile de couleur violette, un emblème couleur améthyste foncé et noir sur lequel est représentée une pierre entourée de montagnes. La bataille fait rage de tous les côtés, canon contre canon, épée contre épée, et au loin derrière vous l'ombre d'une cité majestueuse, mais en proie au feu de la guerre et entourée de fumée épaisse. Vous continuez de défier la loi de la gravité et arrivez au bout du lac, sur lequel vous planiez, et vous vous stabilisez aux abords d'un groupe de personnes portant l'emblème de l'ordre d'Émeraude. Ils sont 11 compagnons, et marchent silencieusement sur la route en direction d'une petite tour, sur laquelle brûle un drapeau de l'ordre d'Émeraude. La compagnie est menée par un homme de belle stature qui dirige ses troupes à l'aide de gestes vifs de la tête et des mains. Celui-ci lève alors le poing bien haut pour faire signe à tous de s'arrêter, alors qu'ils sont à une dizaine de mètres de la tour qui borde ce grand lac noir. Le chef prend alors la parole doucement. Stop. Nous sommes arrivés. Et à voir l'état de la tour, je pense que les troupes d'Amethysta sont là également. Bon, notre mission est simple. Rentrez dans les tunnels, jusque sous le lac. Trouvez les troupes d'Amethysta et les éliminer. Et surtout, trouvez la salle du repos et protégez l'artefact. Si nous sommes surmenés, il faudra l'utiliser. Ce sont les ordres directs de l'empereur Naga. Meloran, Valon, vous resterez ici à nous attendre. L'un des soldats que vous reconnaissez tout de suite pour l'avoir vu dans une vision précédente, qui est touché à la jambe par une flèche, sort un peu du groupe en boitant, soutenu par un autre garde, qui vous revient également en mémoire. Vous les aviez vus, tous deux, au-dessus d'un village dans le même état, avec les mêmes habits et les mêmes blessures, lorsqu'ils cherchaient la cartomancienne des étoiles. Il s'avance alors un peu plus, alors que le reste de la troupe les dévisage, et prend la parole de son air souffrant. Capitaine, n'y allez pas. Faites-vous vraiment confiance à ces hommes, ces mêmes hommes qui ont créé de toutes pièces le conflit dans lequel nous sommes imbriqués. Ces mêmes hommes qui sont sombres et utilisent sans se gêner de la magie noire et maléfique. Ces mêmes hommes qui ont retourné le cerveau de notre suzerain. Et cet artefact, qu'est-ce donc, si ce n'est une relique maléfique du Sheliax? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Qu'est-ce que la Scienza fait avec ces personnes qu'elle capture? Qui nourrissent-elles à travers cet objet de malheur? Le groupe reste un moment silencieux alors que leur chef, hésitant, a l'air de chercher ses mots pour répondre au dit Meloran. Il baisse la tête un instant, se retourne en direction du lac où les explosions se font entendre, dans un écho puissant,
et où la brume et la fumée ne parviennent pas à cacher les explosions multicolores de cette bataille navale. Après un instant de silence pesant, le chef se retourne et dit « J'ai entendu tes paroles, Meloran. Elles ne sont pas dénuées de sens, et à vrai dire, je pense même que tu as raison. Peut-être devons-nous perdre cette guerre. Peut-être que les hommes arrivés du Sheliax ces 200 dernières années sont venus avec quelque chose de maléfique et sûrement que notre empereur est manipulé. Mais je suis un soldat de l'ordre d'Émeraude, et en ce jour de la 5103e année de notre calendrier, je ne tournerai pas le dos à Emeralda. Vous êtes tous libres de partir si vous le souhaitez. Désertez. Allez rejoindre vos familles, vos amis. Mais en ce qui me concerne, j'irai jusqu'au bout. Je ne laisserai pas Améthysta nous renverser, jamais. Qui même me suive. Le chef se retourne en direction de la tour et commence à marcher d'un pas décidé, alors que les deux acolytes voient passer à leur côté le reste de la troupe qui suit silencieusement son chef, formant une troupe non plus de 11 personnes, mais de 9. Tête baissée, Meloran et Vallon ont les larmes qui coulent, ne pouvant s'empêcher de pleurer la future mort de leurs amis et de la troupe du capitaine de l'Est, qui partait pour leur dernier voyage. Avant que le groupe silencieux n'arrive aux portes de la tour, Meloran se met à crier quelque chose. « Il n'est pas trop tard, capitaine! Je vous en conjure, revenez! Vous êtes un homme bien! Vous ne méritez pas de mourir ici! » Vallon met son bras autour du cou de Meloran gentiment afin de l'empêcher de continuer de crier. Et c'est ce moment que choisit le capitaine pour se retourner une dernière fois vers ses deux soldats, un sourire aux lèvres, alors que le reste de la troupe est entré à l'intérieur. « Nous ne mourrons pas, et je viendrai embrasser votre fils comme je vous l'ai promis. Maintenant fuyez où vous le pouvez. À bientôt, camarades. » Le capitaine tourne le dos à ses amis et rentre à l'intérieur de la tour et de quelques gestes de la main replace son effectif. Mimant le silence d'un doigt sur la bouche, il invite ses soldats à le suivre. Les 9 silhouettes commencent alors à descendre de nombreux escaliers et à passer à travers d'innombrables couloirs. Au sol, de temps en temps, se trouve le cadavre d'un soldat, de l'un des deux camps, prouvant que la bataille fait déjà rage par ici. Après quelques dizaines de minutes, qui vous paraissent une éternité, vous voyez le groupe arriver dans une grande salle, avec au bout de celle-ci une gigantesque porte ouverte à moitié. Jusqu'à ce qu'elle se trouve de nombreux corps d'hommes, d'elfes et de nains, et sur les murs tout autour se trouvent les marques de la dure bataille qui a dû se dérouler ici. Le chef fait un signe en direction de la porte et dit doucement « C'est ici que commence le domaine de la Scienza. L'artefact doit se trouver encore plus bas. Tout le monde me suit de près. C'est un vrai labyrinthe à partir d'ici. Et ne faites pas attention à ce que vous verrez, restez concentrés sur l'objectif. Le capitaine du Sud doit être quelque part par ici avec ses troupes. Il a reçu le même ordre que nous. Cherchons-le et aidons-le. C'est parti. » Le groupe acquiesce d'un geste de tête et les 9 silhouettes reprennent leur route. Une fois la magnifique porte remplie de symboles étranges passée, ils déboulent sur un croisement laissant le groupe perplexe sur la direction à prendre. Ils continuent cependant d'avancer dans l'obscurité à travers de nombreux couloirs, et vous pouvez distinguer de nombreux symboles sur les murs, représentant des cercles de 9 pierres ou artefacts, ainsi que de nombreuses références au Sheliax et à Asmodeus. Ce jeu de piste dure un petit moment jusqu'à ce que finalement, il débouche sur une grande salle avec la même porte que tout à l'heure, mais cette fois-ci fermée. Au sol se trouvent de nombreux cadavres de tout camp, et le capitaine d'un coup se précipite sur un corps, le retournant pour dévoiler son ami et capitaine du Sud, ainsi que sa blessure mortelle, sorte de lame très fine au niveau du cœur. De nombreux soldats de Améthysta et son alliance sont ici également, pâles et sans vie. Quand soudain une toux se fait entendre. Tous les membres du groupe sous tension sortent leurs armes d'un geste rapide, mais maladroit car pris par la peur. Elles se retournent vers le corps qui crache du sang couché sur le côté et arborant l'emblème de Améthysta. Le capitaine s'avance en direction de l'homme et arrive à son contact, le reconnaissant, s'agenouille près de lui. Shenyo Eternae, premier héritier du trône de Améthysta. Mais qu'est-ce que vous faites ici? L'homme à terre aux longs cheveux noirs et fins, après plusieurs tentatives, crache une dernière fois du sang et se met à parler. Capitaine Orio, mon ami. Le capitaine Orio prend alors à sa ceinture un mouchoir avec lequel il commence à débarbouiller la bouche de son interlocuteur. Mais d'un geste maladroit, Shenyo chasse le mouchoir. Laissez. Je vais mourir.
Mais vous devez vivre. Il y a un homme derrière cette porte, près de l'artefact maudit. Celui qui nous a fait ça. Il est en train de faire quelque chose. Il faut l'arrêter. Sinon le monde court à sa perte. Le capitaine un peu crédule enlève le chiffon de la face de l'homme à terre et le remet à sa ceinture d'un air grave. Vous savez bien que je ne peux pas, Shenyo. Les ordres étaient de vous éliminer. Le premier héritier d'Améthysta tente de se redresser afin de parler plus fort, coupant la parole au capitaine Orio. Il ne s'agit plus d'Améthysta contre Emeralda ou d'hommes contre les hommes, vous ne comprenez toujours pas? Pourquoi croyez-vous que nous avons fait sécession et commencé ce conflit sans fin? Pour nous approprier Emeralda? Bellaria? Ridicule. Et je sais que vous avez déjà saisi les vraies raisons de ce conflit. Ces hommes veulent utiliser notre continent pour réveiller quelque chose sur nos terres. Êtes-vous donc aveugle, mon ami? Que cherchent vraiment ces hommes, à part nous détourner de notre foi, de nos amis, de notre terre pour la prendre tout, notre terre, notre paix, nos dieux et même nos âmes. Nous l'avons découvert et nous avons averti vos seigneurs. Et qu'avons-nous eu en retour de notre bonne foi? Des attaques et des traquenards, des assassinats et des déstabilisations du pouvoir en place. Nous avons donné notre paix et nos vies pour sauver la vôtre. Le personnage à terre, pris de nouveau de quinte de toux sanglante, retombe sur le côté, crachant ce sang et aspirant ses dernières bouchées d'oxygène. Arrêtez-le, mon ami. C'est votre devoir aujourd'hui. Les yeux se figent et son cœur s'arrête de battre. Et le capitaine, dans un geste doux, lui ferme les yeux et le couche sur le dos. Elle se relève pour faire face à ses 8 compagnons. Le silence est solennel. Et le capitaine, comme tout à l'heure, a l'air sceptique quant aux paroles entendues. Il se retourne pour faire face à son groupe et alors qu'il allait commencer à parler, soudain, la gigantesque porte 20 mètres plus loin explose d'un coup dans un fracas assourdissant, faisant trébucher en avant le capitaine et ses troupes qui retombent sur les nuées de corps au sol alors que les parties explosées de la porte tombent partout dans la pièce. Après ce choc, le groupe, se relevant, regarde intensément en direction de l'explosion et distingue de la fumée noire qui s'échappe à travers le trou causé par la détonation. En position de défense, lance et épée prête à frapper, le groupe, tremblant de peur, reste immobile à mesure que la fumée noire se dissipe. Quand celle-ci finit de faire son travail, le groupe peut distinguer très clairement des lueurs rouges et noires venir de l'intérieur de la dite pièce et entendre soudain une voix psalmodier des paroles incompréhensibles, une voix caverneuse et noire. Le capitaine montre l'endroit du doigt et le groupe de 9 personnes commence à avancer, prêt à tirer à chaque instant pour arriver finalement où se trouvait la grande porte tout à l'heure, maintenant éclatée en plusieurs morceaux dans la pièce. À l'intérieur de cette petite pièce tapissée de drapeaux du Cheliax, de tapis et de tableaux magnifiques et de symboles étranges d'où s'échappent des lueurs rouges et noires, se trouve un autel distordu sur lequel est posé un artefact, et derrière celui-ci, un personnage qui ressemble à quelque chose entre un homme et un elfe, Azura. Il a les 2 bras levés, et autour de lui semble tournoyer une énergie bleue et des lueurs blanchâtres et noires presque mortes, alors que l'artefact en dessous de lui, marqué de 9 prismes bleutés et brillants, est entouré de la même énergie et semble comme respirer, voire trembler. Le groupe s'arrête, et le capitaine s'avance d'un pas, son épée serrée dans sa main comme jamais auparavant, et crie « Ici le capitaine Orio de la division Est de l'Ordre d'Émeraude, protecteur d'Emeralda et des Nagas. Présentez-vous et éloignez-vous de cet objet sacré !» Azura ne réagit pas aux paroles du capitaine Orio, et continue de psalmodier quelque chose d'incompréhensible, les yeux fermés et la bouche presque serrée. « Je vous ai dit de vous présenter et de vous écarter de cet hôtel. Répondez, ou tyran !» Azura continue son rituel, ne semblant même pas avoir vu les hommes rentrer, alors que l'artefact commence de plus en plus à bouger. Le capitaine Orio fait signe alors à 3 de ses archers qui, sans réfléchir, criblent de flèches le personnage. Les flèches volent jusqu'à lui, mais au moment où elles allaient le toucher, celle-ci éclate en 1000 morceaux, brisée par un éclat de lumière provenant de l'artefact, qui se renverse sur lui-même et commence à trembler de plus en plus fort sur l'autel, tout
tout en déployant de plus en plus d'énergie. Cette énergie se corrompt à mesure qu'elle s'échappe de l'artefact, devenant de lueurs rouges et noires luisantes qui commencent à entourer le personnage énigmatique et les alentours de l'hôtel. « Sortons d'ici !» hurle le capitaine Orio alors que tout commence à trembler et que les secousses les font presque trébucher. Le groupe se soude et tente de sortir de la pièce, mais la porte qui avait éclaté juste avant se reforme et comme attirée par une force invisible monstrueuse, vole jusqu'à sa position initiale, les piégeant ainsi dans la pièce avec l'homme étrange qui commence à réciter quelque chose de sa haute voix. Calamité des hommes, voyageurs du grand vide, premier serviteur d'Asmodeus, le demi-dieu son nom, le damné et l'inspirateur des azurés, mon maître. Apparaît pour ce millénaire auprès de ton serviteur, Azura Nero, et réalise avec moi la réélection de notre dieu sur ce plan. Des lueurs rouges et noires qui se propagent de l'artefact commencent à former une silhouette sur la droite d'Azura, alors que dans la pièce, le groupe tente de rester en équilibre, renversé de tous les côtés par les secousses et cette résonance négative qui commence à monter. À mesure que le personnage prend forme, l'impression d'étouffement et de ténèbres devient de plus en plus puissante dans cette chambre maléfique, semblant comme écraser le groupe de 9 personnes qui est maintenant attiré vers le sol par une force incommensurable venant de l'artefact et des 2 personnages réunis. Vous voyez le voyageur. Azura s'agenouille alors devant le voyageur, premier serviteur humain d'Asmodeus, et sa représentation sur Bellaria, le demi-dieu son nom, seigneur du grand vide et de la manipulation, inspirateur des Azuriens et fléau des hommes. Celui-ci se retourne alors vers les 9 personnages avec un grand sourire, alors que ceux-ci sont en train de se tordre de douleur sur le sol, toujours consumés par les lueurs rouges et noires jaillissant de l'artefact en pleine ébullition. Il s'avance très lentement au milieu d'eux et concentre de l'énergie grise dans ses paumes de main pour ensuite les réunir en les frappant devant son torse, faisant émerger de ses mains et des lueurs rouges et noires, 9 masques qui commencent à tournoyer autour de lui, alors que celui-ci ferme les yeux et fixant l'artefact s'écrie « Barbatos, Dispater, Mammon, Belial, Gérion, Moloch, Balzébul, Méphistophélès. Apparissez, archidiable à son service. Pour 1000 ans, je vous convoque, moi, Arnéo le voyageur, premier serviteur de notre Dieu et porteur de sa rancune éternelle. » L'artefact commence alors à léviter toujours en se renversant de tous les côtés. C'est comme balayé par une tornade d'énergie et commence à voler en direction du voyageur. Azura, toujours agenouillé, contemple la scène avec un sourire diabolique et des yeux joyeux comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Vous étiez 9 hommes et 9 femmes. Vous serez désormais les réceptacles des 9 archidiables pour ce millénaire, esclaves de notre ordre et de notre dogme. Relevez-vous les chiens et devenez des loups. Le voyageur fait de nouveau taper ses mains et les 9 masques se précipitent chacun sur l'un des soldats immobilisés. Vous voyez les masques comme brûler la figure des soldats qui hurlent de douleur et tentent de se débattre, alors que les uns après les autres, ils tombent raides de mort comme mangés par les lueurs rouges et noires qui les entourent et les lient aux masques. Vous n'aurez qu'une seule mission, esclave, pour chasser tous ceux opposés à notre ordre et massacrer tous ces infidèles, brûlez tout. Faites de ce continent un champ de ruines. Faites en sorte que tout le monde se souvienne des cascades de sang qui vont se déverser ces prochains jours, afin que tous suivent notre dogme et se détournent de leur foi au profit de la nôtre. Notre Dieu a besoin de dévotion pour sa résurrection. Un millénaire de souffrance, un millénaire de doute et de peur, un millénaire d'attente, jusqu'à sa renaissance ici avec nous. Les 9 personnes se redressent alors que le voyageur fait signe avec son doigt sur leurs pieds, alors que le voyageur retape dans ses mains et silencieusement elle se réagenouille devant Azura qui s'est relevé pour contempler la scène ahurissante qui vient de se dérouler devant lui. Le voyageur fait un sourire malveillant à ses nouvelles troupes et de son pouvoir mental fait voler l'artefact jusqu'à sa position initiale. Celle-ci, redevenant calme et de sa couleur, le voyageur et Azura se rapprochent alors de l'autel et touchent ensemble l'artefact qui commence à rebriller intensément. Alors que les 2 personnes commencent à réciter quelque chose dans une langue obscure, vous semblez quitter la scène. De nouveau,
passant à travers les couches du sol rapidement, presque aspiré par le ciel, jusqu'à ressortir sur le grand lac, où la bataille navale fait encore rage. Alors, une onde de choc venant du dessous coupe le lac en deux, détruisant tous les bateaux à proximité, pour enfin s'échapper comme une nappe de fond à 360 degrés. Une gigantesque explosion de lueurs rouges et noires ressortent pour se propager partout dans le ciel et autour de vous, alors que vous continuez encore à voguer plus haut, jusqu'à perdre la vue de scène qui vient de se dérouler devant vous. Et vous continuez à flotter. Flottez encore. Mais cette fois-ci, cette impression de malveillance a totalement disparu. Et vous semblez voguer de plus en plus vite. Jusqu'à atteindre une destination étrange. Et au-dessous de vous, il y a comme une île céleste sur laquelle vous venez vous poser. Et vous voyez un chemin et une petite maison. Et à côté de vous, 9 pierres recouvertes de sable. Et vous voyez un petit peu plus loin un autre cercle de pierres, de 9 pierres, entouré de sable également. Et ça semble continuer le long du chemin. Que faites-vous? Vous êtes libre de vos mouvements. Vous avez ce paysage devant vous. J'imagine qu'on s'avance, hein? Ouais. Mais le long du chemin, vous dénotez au total 10 cercles de pierres. Mais le 10e, vous voyez que les pierres ne sont pas recouvertes, mais qu'il n'y en a qu'une seule qui est recouverte. Ok. Ah. Ça, c'est le réceptacle qui est mort. Quand un réceptacle est mort, on recouvre une pierre. Exactement. Et tout d'un coup, quelqu'un semble se matérialiser devant vous, presque comme un rêve. C'est Yoren. Elle est dans une forme comme la vôtre, presque éthérée, et elle montre du doigt la première pierre. Elle commence à réciter quelque chose. Custodiens Tesorum, celle qui garde le trésor. Anna Henrietta, qu'elle n'ait pas peur du vent car celui-ci la portera. Qu'elle ne s'abrite pas de l'averse car les eaux la transporteront jusqu'à l'océan azur et brillant qu'elle recherche. Elle n'a pas pu vendre son étoile, mais celle-ci est partie dans l'horizon lointain, nous quittant et nous laissons orphelins de sa foi. Vous voyez qu'elle montre la deuxième pierre. Qui auroram portabat, celui qui porte l'aube, Antonius Curantis. Qu'il n'ait plus à fuir les ténèbres, car il est maintenant leur fléau, et qu'il ne fuit plus aujourd'hui, car il est le berger des âmes, et celle-ci il protégera désormais. Il n'a pas vendu son étoile, mais porte en elle la vision d'un monde plus juste, et la pureté nécessaire à son accomplissement. Vous voyez qu'elle montre la troisième pierre. Qui custodit regnum, celui qui protège le royaume, Rovan Bruderstein. Qu'il ne s'échappe pas de ces nouvelles chaînes, car elles le lient au royaume qu'il protège, et qu'il suive le chemin de la justice, car c'est dans celle-ci qu'il doit trouver la paix. Il n'a pas vendu son étoile, mais porte en elle la responsabilité de pardonner à son frère, et de le délivrer des griffes du grand vide. Elle montre la quatrième pierre. Una que constituti nastra, celle qui observe les étoiles, Renia Oren. Qu'elle ignore les lois de son peuple, car son vrai peuple l'a trouvé. Qu'elle suive son cœur par-delà les monts enneigés, car c'est ici qu'elle le retrouvera. Elle n'a pas vendu son étoile, mais garde en elle l'espoir de voir rayonner l'amour, jusque dans les mondes les plus profonds. Elle montre une autre pierre. Qui superentex doloris, celle qui porte la souffrance, Samia éternée. Qu'elle arrête de porter ce poids, car de celui-ci elle n'est pas créatrice. Qu'elle dépose son fardeau et s'en serve,
car de celui-ci elle fera une arme éternelle. Elle n'a pas vendu son étoile, mais celle-ci brillerait de 1000 feux si elle l'attrapait, car de celle-ci elle est l'âme sœur. Elle montre une autre pierre. Et mittens ad legatum, celui qui transmet l'héritage, Sirven Nirinas, qu'il écoute la raison et non les tremblements de son cœur, car ceux-ci, bien qu'étant purs, sont éphémères, qu'il donne ce qu'il n'a pas eu. Il n'a pas vendu son étoile, mais garde en elle tous les sentiments refoulés, tournant tels des feux ardents prêts à se dévoiler. Elle montre une autre pierre, et qui querit passem, celui qui cherche la paix, Yanosa Urba, qu'il oublie d'où il vient, car c'est dans ces terres nouvelles qu'il trouvera son foyer, qu'il arrête de chercher et utilise ce qu'il a à disposition. Il n'a pas vendu son étoile, mais porte en elle son utopie, ainsi que ses rêves et la promesse d'un lendemain moins sanglant. Une autre pierre, Ut Ulsikar Menutrit, celle qui nourrit la vengeance, Chinei Kosai, qu'elle réalise et prenne conscience de sa mission, car de cette compréhension naît son futur, noir comme le grand vide, ou magnifique tel l'arbre qui s'étire vers les nuages et le ciel. Elle n'a pas vendu son étoile, mais porte en elle la rage et la vengeance, alchimie bouillante qui mérite d'être continue et utilisée à bon escient. Et finalement, elle montre la dernière pierre. Equit in templo, celui qui garde le temple, Aloïs Nelemo, qu'il se détourne de son mental et écoute sa foi, car de sa recherche de celle-ci, il doit faire sa priorité. Il n'a pas vendu son étoile, elle garde en elle la force de l'amitié, sa dévotion infinie envers les personnes qu'il a choisi d'aimer et de soutenir. Les 9 réceptacles de la dernière génération, notre dernier espoir, laissé par les séraphes pour empêcher sa venue, pour éclairer le monde une dernière fois, avant la promesse des ténèbres, du froid et de la malveillance. 90 âmes choisies par les gardiens d'Erastil, de Yomedae et de Ragatiel, choisies pour porter les armes anciennes et la magie des étoiles, pour délivrer Golarion de ses chaînes invisibles et de ses âmes impures. Il le faut. Que faites-vous? Vous avez l'impression de pouvoir parler. Je mets un genou à terre et je ferai ainsi qu'il m'a été confié. Je mets ma vie à la disposition de cet intérêt suprême. Je suis en tonne dans son mouvement, mais un genou ainsi que les 2 poings à terre. Et je lui dis, excuse-moi. Et je lui dis que je suis conscient de la responsabilité que la magie des étoiles et que les séraphes ont posée en nous. J'ai peur que nos épaules ne soient pas assez grandes, mais notre courage ne faillira jamais, lui. Et même si nos corps doivent être détruits, nos cœurs et nos âmes se battront à tout jamais pour délivrer ce continent du mal et pour être des dignes réceptacles que nous devons être. J'imite aussi Anton et Sirven. Je me mets à genoux. Et puis je baisse la tête. Et puis j'entends encore les cris lointains de Edelstein. Et je me suis déjà libéré de mes chaînes, mais j'utiliserai ces cris de rage pour m'armer de courage et détruire les chaînes de Beraria. La vengeance. J'en avais bien l'intention, mais puisque tout m'y porte, qu'il en soit ainsi. Les imites-tu? Ah, allez, je vais pas rester toute seule debout, j'aurai l'air conne. Vous voyez elle est toujours sous sa forme éthérée, mais elle se met également un genou à terre et vous regarde. Mes enfants, j'ai essayé de résister jusqu'au bout afin de vous guider dans votre mission, mais j'ai échoué. Merlon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais
Vous êtes là et vous êtes notre dernier espoir. Il vous reste peu de temps. D'ici 2 ans, notre ennemi apparaîtra sur ces terres. Ce sera la fin. Sirven, vous avez vu cette fin. Je vous l'ai montré. Là, au moment où elle dit ça, je me mords les lèvres et j'ai une larme qui coule, tu sais. Et je frappe une fois le sol du poing, je dis, je ne permettrai pas. D'abord doucement, frappe une deuxième fois, et plus déterminé, je ne le permettrai pas. Et je ferai en sorte que ça ne se réalise pas non plus. Grâce à la magie des étoiles, nous pourrons continuer à communiquer. Et je pourrai continuer à vous montrer les futurs possibles, les passés et ce qu'il faut savoir. Essayer de vous guider du mieux que je le peux. C'est mon héritage. Mes 1000 ans de foi envers les séraphes ont été récompensés. Et regardez leur royaume devant vous. Ce royaume est erré sur un autre plan. Vestige d'un monde ancien qui a existé autrefois sur Bellaria. C'est eux qui vous ont choisi. C'est eux qui m'ont choisi. Et vous portez leurs armes. J'imagine que vous devez avoir un tas de questions. Qu'en est-il Je vais lui demander qu'en est-il du voyageur? Comment pourrons-nous vaincre une telle personne? Vous l'avez vu par vous-même. C'est un humain qui est devenu quelque chose de maléfique, presque un demi-dieu. Il a été réveillé par ce personnage Azura. Et il l'utilise pour semer la zizanie dans les réceptacles. Et il s'est constitué toute une petite armée de réceptacles égarés. Dont un que vous avez affronté. Et tué, heureusement. Mais si je comprends bien, donc il y a les réceptacles laissés par les séraphes, comme nous-mêmes, enfin, dont nous sommes les derniers descendants, et il y a des réceptacles qu'Asmodeus se choisit pour incarner ses serviteurs aussi, c'est ça? Pas du tout. Azura les corrompt. Elle les fait signer un pacte avec le voyageur et remplit le réceptacle de matière maléfique et non de la magie des étoiles des séraphes. Et c'est Azura. C'est un ancien azuréen, c'est ça? C'est ce que nous pensons, mais cela paraît impossible. Car ces histoires, si elles ont réellement existé, ont eu lieu des millénaires peut-être en arrière. Et son but serait mais si c'était bien le cas, son but serait la vengeance pure et simple. Faire déferler le chaos sur ce monde pour assouvir sa rage. Libérer en tout cas son dieu sur ce plan, d'une manière ou d'une autre. Ton dieu est Asmodeus. Tu vois qu'elle a un frisson quand tu dis ça. Elle te confirme de la tête. Ah oui. Tous les 8 archidiables à son service. Les 9. Non. Asmodeus est le 9e archidiable. Elle vous dit exactement. C'est ce qu'ont fait les hommes qui ont débarqué ici, il y a à peu près 1400 ans. Au départ, c'était des gens du Sheliax qui avaient fui leur pays. Et pour finir, ils ont fait plusieurs voyages et ont ramené tout un tas de gens qui sont arrivés avec des nouveaux dogmes, une nouvelle foi. Et ils ont semé la zizanie et créé cette guerre que vous connaissez. Et de cette guerre a découlé tout le reste. Ils ont créé les 9 archidiables à l'effigie de 9 masques, les ont fait déferler sur le continent, ont gagné la guerre et ont imposé leur dogme. Et ont patienté. Patienté. Quel est le rapport entre les gens du Sheliax et Azura? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont liés. D'une manière ou d'une autre. Asmodeus a-t-il l'intention d'ouvrir la fosse de Gormuz et de libérer Rovagug? Imaginez ce que Asmodeus pourrait faire s'il avait un corps propre sur ce plan. Et là, pour le coup, c'est moi qui frissonne. On ne peut
laisser une telle chose se produire. Que peut-on faire maintenant? Devons-nous rechercher les autres réceptacles nous-mêmes, afin de Tout à nous allier fait. à eux? Vous serez plus fort unis. Et je peux vous dire exactement la position géographique actuelle des autres réceptacles. En tout cas, les dernières fois que j'ai communiqué avec eux. Est-ce que Régna sait-elle qu'elle est un réceptacle? Elle l'ignore. Et Elle Aloïs, sait qu'elle est spéciale depuis son enfance. et Aloïs, connaît-il d'Aloïs? Aloïs est un petit peu troublé. Il ne sait pas quel chemin prendre. Aloïs vit à Demeralda et est un soldat de l'ordre d'Émeraude. Il sent que quelque chose ne tourne pas rond, j'imagine. Tout à fait, comme beaucoup. Et il hésite à trahir sa patrie. Beaucoup de citoyens d'Emeralda hésitent à trahir leur patrie. Et vu que les archidiables se déchaînent, les seigneurs empyréens ne font-ils rien pour empêcher cela? Le seigneur empyréen Ragatiel vous a légué ses armes et vous protège de son pouvoir. Et Corada m'a envoyé. Alors la prochaine étape pour nous, c'est de retrouver les autres réceptacles. Et de déjouer ce complot. Il faudra user de finesse, remonter les cercles des hommes, regarder qui est trompé là-dedans, qui ne l'est pas, découvrir l'endroit où est caché cet artefact et le détruire. Il y a un grand doute concernant Golden Hands. Ouais. Dans la vision que vous m'aviez donnée, j'étais seul avec Aloïs et il était le dernier homme à abattre. D'après les enquêtes de nombreux résistants, je sais de sources sûres que Liam Goldenhands est trempé au plus haut point dans les affaires qui concernent la résurrection d'Asmodeus. Je ne Plus peux pas que, vous dire comment ni pourquoi, mais c'est une bonne idée d'aller fouiller vers lui. plus que ne l'était Caleb. Caleb est un réceptacle qui avait 750 ans de vie. Il a été détourné très jeune de sa mission et depuis très jeune a été un chasseur de réceptacles. Il en a tué d'innombrables. Savez-vous Et maintenant il est délivré, grâce à vous. savez-vous Oui, Roland. s'il y a d'autres dorés impliqués? J'imagine par exemple notre ami Bjorn Cordis que nous n'avons plus vu depuis un moment. Björn Cordis n'est pas un ennemi. Björn Cordis est votre ami et il vous a sauvé la vie à Onyxa sans que vous le sachiez. Il nous a cachés. Il nous a caché de Caleb. Tout à fait. Oh. Il vous a emmené de ce labyrinthe à prétexter une épreuve. Et une fois qu'il a su qu'elle est partie vers le sud pour vous chercher, il vous a laissé revenir. Il vous Mais a alors- sauvé la vie. Pourquoi a-t-il fait tous ces morts dans ce labyrinthe? Ce labyrinthe n'est pas à lui. Ce labyrinthe appartient à Liam Goldenhands. Oh. C'est leur lieu de joie et de villégiature quand ils veulent s'amuser avec des esclaves. Suis-je la seule à m'inquiéter de la réussite de notre entreprise si Anna n'est plus là? Non, j'y ai pensé aussi. Anna était votre berger. C'était la plus douée et la plus en phase avec son arme. Malheureusement, elle est partie. Tuée par celui que vous appeliez Caleb. Et la tâche revient donc à Anton de vous guider. J'incline la tête. On doit retrouver alors. En ce qui concerne Cordis, son ancêtre Avalar a été l'un des premiers réceptacles. Ouais. Il en était même le chef, et il a été tué par Norwa, qui était censé être sous ses ordres. Et Norwa, lui, est également un chasseur de réceptacles. C'était l'un des premiers réceptacles, et c'est le premier que Azura a détourné. La destruction des masques permet-elle d'empêcher les archidiables d'agir? Tout à fait. En détruisant les masques, vous détruisez les symboles, donc directement vous détruisez le pouvoir en place. Le fait d'avoir plongé le masque tout à l'heure dans la fontaine a-t-il détruit le masque?
Tout à fait. Le masque n'est plus. Donc c'est un risque d'un archidiable en moins à faire déferler sur ce continent. À mesure que les 1000 ans s'écoulent, le pouvoir des masques s'estompe, comme aspiré par quelque chose. Au départ, ils étaient très puissants. Mais au fur et à mesure, leur pouvoir n'a cessé de baisser. Mais nous sommes presque au bout de ces 1000 ans. Nous sommes la 997e année. Un millénaire de souffrance, de doute et de peur pour la résurrection d'Asmodeus. C'est cela. Et comment la magie des étoiles va-t-elle nous aider à accomplir notre mission? Déjà, je pourrais vous guider. Je pourrais vous aider lorsque vous serez à votre résonance maximum. Et ces armes, il faut apprendre à les dompter. Elles sont capables de faire 1001 choses qui vous aideront contre le mal que vous aurez à affronter. Arrivez à la maîtrise parfaite avec ces armes, les armes de Ragatiel. Vous serez invincible. Aucun des réceptacles n'a eu le temps. Est-ce que vous aurez le temps? Vous êtes notre dernier espoir en tout cas. Par où devons-nous commencer? Eh bien, cela, c'est à vous de le savoir. Yanosa se trouve du côté de Saphira. Aloïs se trouve à Emeralda. Samia est à Amethysta. Et Renia se dirige vers Saphira. Je pense que Sirven et moi on est d'accord sur la destination. Clairement. Pour nous, je pense que ce sera plutôt Saphira. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Il sera plus facile de rallier de toute façon Renia à notre cause puisque elle nous connaît déjà. Et le prochain réceptacle que j'aimerais voir après Renia, ce serait Aloïs si ça ne dérange personne. Ça me va. Et- Aloïs, il est à Emeralda. Ouais, mais après, Seulement Emeralda. bah, on verra après avoir rallié Renia à notre cause. Mais tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai eu cette vision, je ne cesse de penser à lui et je ressens un lien spécial. Ressenti. Je l'ai senti comme très déterminé dans ce futur potentiel. Je pense que on pourra le ramener à notre cause assez facilement. Vous êtes tous spéciaux. Et ensemble, vous serez invincibles. Alors la destination sera Saphira. Mes amis, je suis d'accord avec vous. Mais comme vous le savez, je me suis affublé d'une mission que je désirerais aussi exécuter. Car nous l'avons appris aujourd'hui, les dieux n'existent que par la volonté ou la foi de ceux qui les prient. Ainsi donc, il faut faire renaître le nombre de croyants dans les anciens dieux en Bellaria, afin d'avoir un soutien par les prières, afin d'assurer une présence plus importante des dieux, des vrais dieux, sur ces terres désolées. Aussi, je m'en vais me diriger vers Pescator, où je vais poser les fondations d'une résistance plus organisée que ce qu'elle est actuellement. Je vais fédérer de mon mieux. Je vais tenter d'organiser cette fédération de mouvements de résistance et préparer des disciples afin qu'ils puissent amener la parole des vrais dieux à travers Onyxa, Saphira, Amethysta, Rubica, Emeralda et tous les villages qui pourraient se trouver entre ces villes. Vous voyez Yoren à côté de vous qui commence à se dématérialiser et à partir comme aspiré. Et qui vous lâche un au revoir. Et moi j'essaie de la rattraper avec la main comme si j'avais encore des questions à lui poser, tu sais. Et puis autour de vous, tout semble se
se troubler également. Et la ville qui était derrière disparaît d'un coup. Alors que vous repartez à travers les étoiles. Et que vous voyagez. Pour arriver de nouveau sur la terre ferme, dans vos corps respectifs. Mais pas à l'endroit que vous avez quitté. Vous êtes au sommet d'une des petites falaises qui sont là. Et vous voyez cette auberge en contrebas. Et ce serait des montagnes qu'on a déjà vues ou jamais? Non, vous savez pas où vous êtes. Bah déjà il faudrait qu'on... Moi je vais regarder un peu aux alentours, à part l'auberge, il n'y a absolument rien du paysage qu'on reconnaît. Pas du tout, vous avez pas l'air d'être dans la forêt, vous êtes entouré de petits bois. Et puis il y a cette auberge en bas. Avec des cheminées qui fument. Ça ressemble pas au mont d'Onyx, là où on est. Non, pas du tout. Eh bien, dirigeons-nous vers l'auberge alors. Ouais, faisons cela. Vous voyez un petit chemin qui descend à travers la vallée. Ça vous prend une quinzaine, vingtaine de minutes et puis vous arrivez au pied des montagnes. Tout près de l'auberge. Ben on rentre quoi, on va rentrer. Ouais. Takashnen, Takashnen, Takashnen. Vous entendez « Entrez !» Vous trouvez un homme barbu qui vous regarde avec des yeux étranges. Surtout lorsqu'il voit Sirven arriver. Oui, vous voulez boire un coup? Avec plaisir, mon ami. Je crois. Ça ne vous paraît pas trop bizarre comme question Vous pourriez nous dire où est-ce qu'on est exactement? On s'est un peu perdu en chemin. Ah, ok, vous êtes à Bianca. Je cherche la carte, Bianca. Ah oui, ok, Ça va, je vois, ouais. Moi pas, c'est où? C'est à l'est de Pescator. Enfin, Ah oui, nord-est. Puis il fait vous êtes des touristes ou quoi? Oui, on se baladait, on est passé vers Pescator, et c'est très joli comme coin, faut y aller d'ailleurs. Et on voulait partir en direction du bois sacré, paraît que c'est joli. Ouais, effectivement, mais il n'y a pas de bois sacré aux alentours. Oui, mais vous savez, les dires de touristes, tout ça, voilà. Vous êtes des touristes? Ouais. Avec notre dégaine qui sort de combat, je sais pas si on est très crédible en touriste. hein. Ah, il vous regarde avec un œil un peu... Surtout que moi j'ai plus de haut, j'ai tout le haut qui est déchiré, j'ai mon tatouage à l'air, je suis Ouais, mais torse on est tous dans un sale état. Moi, j'ai failli mourir encore. Ouais, je posais la question que tout le groupe veut qu'on pose. Est-ce que par hasard, vous avez des lits? Et ouais, étrange, mais... Les touristes, vous devriez être à Onyxa, il y a le carnaval là en ce moment. Ce serait mieux que d'être ici. Pardon. Comment ça, il y a le carnaval en ce moment? Bah le carnaval, puis en plus c'est une année spéciale. Comme ils ont trouvé tous les noms humains dans la forêt, qu'ils les ont tous exterminés, qu'ils ont retrouvé le masque, etc. Pardon? Ça va être vraiment une fête incroyable. J'aurais tout donné pour y aller, mais Attendez, en vous quelle êtes année bien ça loin des Attends, festivités. On est en quelle année là? Bah, en 998, le 22 septembre. Et une année s'est passée. On a perdu une année, oui. Ouais, bon, ok. Alors, ne perdons pas plus de temps et prenons notre destin en main.